La parole est à Leila Vignan. Alors, je voudrais remercier les organisateurs de ce très beau colloque, Claude Yacoub et La Souria. C'est une très belle initiative. Je suis très honorée d'être ici à cette table ronde au milieu de mes amis syriens et des amis de la Syrie. Je reprends un peu les mots de François Burga sur le fait que beaucoup de ceux qui seraient dans la salle seraient peut-être plus légitimes à ma place. Et donc, je suis très honorée de pouvoir apporter une contribution à cette réflexion sur la Syrie de demain. Je reprends un peu les termes que Salam nous a demandé auxquels Salam nous a demandé de répondre, qui était d'essayer de se projeter un petit peu dans la Syrie de demain. Alors évidemment, c'est un peu difficile de le faire. Salam m'a demandé de m'intéresser plutôt aux aspects économiques et humanitaires, qui sont évidemment très importants. Je me borde un peu des deux côtés. Je ne suis ni politologue ni économiste. Je suis géographe et je travaille sur la Syrie depuis la fin des années 90 et j'ai travaillé sur les impacts des processus de libéralisation économique sur les sociétés urbaines. Donc j'ai touché aux questions économiques, mais je ne suis pas une spécialiste d'économie. Donc je vous donne quelques pistes d'un sujet qui est évidemment extrêmement vaste, qui a été couvert en partie par Jihad Yazigi qui est ici, qui a contribué à la réflexion collective de ce colloque hier et qui a rappelé qu'il y a évidemment de véritables enjeux politiques qui tiennent aux questions économiques et humanitaires dans ce conflit, et que ces enjeux vont bien au-delà des questions de coût de la reconstruction et de savoir quelles seront les politiques de développement économique les plus appropriées à mettre en œuvre pour faire redémarrer le pays le jour où le pays redémarrera. Ces vrais enjeux politiques majeurs qui sont liés aux questions économiques tiennent en partie au fait que le niveau de destruction politique, économique, sociale et territoriale du pays atteint un niveau exceptionnel dans l'histoire contemporaine, et que d'autre part, les modalités même de ces destructions ont des conséquences de long terme pour l'avenir du pays. Donc c'est sur ces deux points que je souhaite d'abord revenir, le niveau de destruction et puis les modalités particulières de ces destructions, et puis ensuite j'aborderai très rapidement trois questions pour la reconstruction qu'on pourra développer dans le débat si vous le souhaitez. Donc, en premier point, c'est des destructions qui sont en effet exceptionnelles par leurs échelles. Alors, il y a évidemment les destructions humaines, je ne vais pas revenir là-dessus, mais enfin, c'est quand même le centre je pense, de nos préoccupations. Cette hémorragie humaine, plus de 120 000 morts, donc c'est aussi une perte pour l'avenir de tous ces gens qui ne sont plus là. Les disparus, il y a plus de 100 000 disparus, les personnes arrêtées, les blessés, etc. Donc là, ça se compte en centaines de milliers de personnes. Ce sont de plus les jeunes générations qui sont particulièrement affectées par cette perte humaine. Ce sont eux qui meurent, qui sont blessés, les jeunes gens. Ce sont les jeunes qui sont les plus particulièrement affectés par les traumatismes. Une étude a montré que dans certaines régions de Syrie, 3 enfants sur 4 ont perdu une personne proche de leur famille. Donc il y a aussi des conséquences psychologiques de long terme graves qui s'ajoutent évidemment aux conséquences de long terme de la sous-nutrition, de l'exposition aux risques sanitaires, etc. Je parle plus fort. Des pertes en capital humain également. Dans certains gouvernorats de Syrie, plus de 40% des enfants sont déscolarisés. Certaines universités ont vu leurs cours suspendus. Donc il y a aussi l'enjeu de générations qui vont être moins formées, ou qui ne vont pas être formées du tout. Ce qui représente une forte régression dans un pays où, malgré toutes les failles du système éducatif, les jeunes générations étaient dans leur immense majorité alphabétisées. Les jeunes générations en 2011 étaient majoritairement alphabétisées. Alors cette déscolarisation, elle procède évidemment de la destruction d'une partie des écoles. Il y a environ 5000 écoles qui sont inutilisables, soit qu'elles sont détruites, soit qu'elles sont occupées par des déplacés. C'est très localisé, c'est dans les gouvernorats dans lesquels il y a évidemment le plus de déplacés, le plus de destruction, Idlib, Alep, Daraa et Alef Dimashq. Il y a beaucoup d'enfants qui ne vont plus à l'école non plus du fait de la peur des parents de les y envoyer, des coûts induits par la scolarité, ou du fait qu'évidemment ils sont déplacés ou réfugiés et n'ont pas pu rejoindre la scolarité qu'ils auraient dû suivre. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par les associations de volontaires dont Ignace Leverrier nous a parlé hier, notamment dans les zones dites libérées,
donc des associations de volontaires pour mettre en place des structures de cours alternatives, mais évidemment ça ne suffit pas aujourd'hui et ça ne suffira pas pour demain. Donc il y a cette grande perte, cette grande destruction humaine et de capital humain qui fait partie des conséquences du conflit, des conséquences de long terme. Évidemment, il y a les destructions physiques qui sont énormes du fait de la stratégie de bombardement par armes lourdes et de bombardement aérien pour laquelle a opté le régime depuis 2012 et qui conduit à l'éradication de petites villes entières, de villages entiers, de quartiers entiers. Vous avez, j'imagine, tous vu ces images tout à fait hallucinantes. J'avais recensé pour le seul mois de février 2012, il y avait de 150 à 400 zones bombardées par jour. Et il n'y a que 3 jours au cours du mois de février 2012 dans lequel il y a moins de 250 bombardements par jour. Donc c'est vraiment une ampleur massive. Et ces bombardements ont un impact d'autant plus fort que la Syrie est un pays dont la population est aujourd'hui majoritairement urbanisée. Hein, plus de 75% de la population syrienne vit en ville. Et donc les impacts sont très lourds. Dans certains quartiers qui sont particulièrement visés par la répression du régime, les populations, la population a en grande partie disparu. À Moadamieh, dans la banlieue sud-ouest de Damas, la population hier était de 60 000 habitants, elle est aujourd'hui de 12 000 habitants, et les gens vivent, comme vous avez pu le lire dans un article récent de Libération, dans un état de siège qui les conduit à connaître de véritables problèmes de faim. Il y a des estimations qui commencent à être établies sur le nombre de destructions, de maisons détruites, d'infrastructures, d'hôpitaux, d'écoles, de boulangeries. Des estimations qui sont difficiles à faire, évidemment, en temps de conflit, mais qui donnent des échelles vraiment impressionnantes. Les pertes économiques, Jihad Yazigi, donc on a parlé hier de façon très détaillée. Globalement, certaines estimations, le Syrian Center for Policy Research a essayé de faire une estimation en termes financiers de ce que ça représente. Et donc la perte économique pour 2011-2012 est évaluée à 85 milliards de dollars, ce qui représente 142% du PNB de la Syrie de 2010. Il y a des scénarios de projection dans le futur de ce que ça représente en termes de perte de capital et de perte de PNB si le conflit se prolonge jusqu'en 2014, 2015, 2016, qui sont assez catastrophiques. Donc il y a une contraction de l'économie du fait du conflit qui se conjugue évidemment avec la destruction du capital physique, hein, des infrastructures, des usines, etc. Et qui se conjugue évidemment à la hausse des dépenses militaires. Le chômage a explosé, il est estimé atteindre 50% de la population active. Il y a une baisse drastique des ressources des ménages. Le seuil de pauvreté, évidemment, inclut beaucoup des 2 ou 3 millions de personnes de plus qu'avant 2010. Et parallèlement, le secteur illégal non régulé, qui employait déjà plus d'un tiers de la population active avant le conflit, a explosé. Hein. Maintenant, certaines estimations disent que 80% des gens de la population active est employée dans ce secteur illégal. Qui, dans certaines régions du pays, se conjugue avec une économie de guerre qui inclut là des activités illégales de trafic de pétrole, d'armes, etc. Un dernier impact très important des destructions, c'est évidemment les déplacements massifs de la population à l'intérieur de la Syrie et à l'extérieur de la Syrie que Thierry a rappelé. Donc il y a plus de 2 millions de réfugiés enregistrés dans les pays limitrophes, c'est-à-dire plus de 1,8 million en un an. Hein, c'est cette année que les réfugiés sont partis, que les gens ont quitté la Syrie. Le seuil d'1 million d'enfants réfugiés enregistrés par le HCR, parce qu'il y a évidemment tous les non-enregistrés, tous les réfugiés non enregistrés. Et puis il y a les déplacés de l'intérieur, dont on estime le nombre cet automne à 4,5 millions de personnes. Et on estime qu'il y a 7 millions de personnes dans le pays qui ont de gros besoins, hein, des besoins d'assistance humanitaire. Le deuxième point que j'évoque rapidement, c'est les modalités singulières de la crise économique et humanitaire actuelle, qui est celle d'un risque de fragmentation du territoire national.
J'ai jamais été partisane des analyses de l'éclatement de la Syrie comme une conséquence du conflit, je ne le suis toujours pas, mais il y a effectivement le territoire national actuellement est divisé par des lignes de fracture qui sont liées au conflit et aux destructions. Sachant que ces destructions sont géographiquement tout à fait sont géographiquement concentrées autour dans les gouvernorats et autour des villes qui sont particulièrement dans les lignes de front des combats. Il y a des régions qui sont finalement assez peu affectées par les destructions. Dans certaines zones, l'appareil économique syrien, les services publics, l'État syrien continuent à fonctionner même au ralenti, tandis que dans certaines régions, c'est vraiment l'économie informelle qui a pris le dessus, tandis que la gestion locale est prise par toutes ces associations, ce tissu associatif, notamment au travers des conseils locaux. Un autre facteur de transformation à long terme, donc en plus de ces destructions qui perturbent tous les circuits économiques et tous les systèmes de transport et de distribution du pays, un autre facteur de transformation de long terme, c'est évidemment le fait que les équilibres démographiques du pays sont profondément bouleversés par la crise actuelle. Donc il y a un tiers de la population syrienne qui a quitté son logement, qui a quitté son emploi, qui a perdu ses ressources pour s'installer à l'extérieur du pays, mais aussi dans d'autres régions. Donc il y a une grande redistribution, de population à l'intérieur du territoire qui va avoir des conséquences de long terme. Donc 3 défis pour la reconstruction, très rapidement, 3 pistes qui n'épuisent pas le sujet. Alors il y a l'urgence. Le jour d'après, puisqu'on essaye de réfléchir au jour d'après, il va y avoir l'urgence, ça va être notamment le retour des réfugiés et des déplacés internes. D'abord, où sont-ils? Les déplacés internes, on ne sait pas très bien. Où retourneront-ils surtout? Ils ne peuvent pas retourner dans des maisons qui n'existent plus, mais il n'y a pas seulement la question du bâti, des logements, il y a la question de l'emploi, des ressources économiques qui leur permettront de vivre. Quelles organisations collectives dans quel cadre collectif vont-ils réinscrire leur activité? Le deuxième défi, ce sera le fait qu'effectivement la reconstruction va devoir prendre en compte l'état de fragmentation actuel, les lignes de front actuelles, les lignes de partage actuelles du pays actuel, qui vont évoluer. Mais ces grands territoires sous contrôle de l'État ou sous contrôle de l'opposition qui divise l'espace national actuel, du fait que l'économie syrienne est en grande partie fondée sur la ressource territoriale, avec ce pays qui est un lieu d'articulation entre le Golfe Persique et l'Europe, et sur les complémentarités territoriales intérieures, entre par exemple les régions céréalières et gazières du nord-est d'une part, les ports de la côte de l'autre part, les raffineries de pétrole de Homs, les espaces industriels et les économies de services de Damas, de Alep. De ce point de vue, l'une des questions qui va se poser sera de savoir quelle place sera faite à un meilleur partage des ressources, à une meilleure péréquation entre les régions de la Syrie de demain, entre les villes et les campagnes, alors que les dernières décennies du pouvoir baathiste ont vu la mise en place de la captation par le centre des ressources nationales. Donc, ce qui est l'un des enjeux de la Syrie demain, c'est de savoir quel est le modèle économique qui sera adopté pour le futur développement du pays. Parce qu'en effet, si les Syriens ne se sont pas révoltés pour le pain, comme vous vous souvenez sans doute, les manifestants de Dera l'ont expliqué à Boussaïna Shaaban en avril 2011, quand ils disaient Shaaban, Shaab Souri Mojouan, le peuple syrien n'a pas faim, ce n'est pas pour notre estomac qu'on se bat, mais le mouvement révolutionnaire syrien, il procède également et aussi en partie de l'échec du régime de Bachar à accorder à ses citoyens une dignité économique et sociale autant que politique et à mettre en œuvre une véritable politique de développement économique. Donc les leçons que l'on peut tirer du bilan économique et social très négatif des décennies précédentes doivent conduire les prochains responsables du pays à préparer dès aujourd'hui la réflexion sur ce que sera le cadre économique de la Syrie du jour d'après, car le retour au statu quo ante, ou même à une version améliorée de celui-ci, ne suffira pas à résoudre la crise sociale et économique de long terme du pays et à répondre aux enjeux de développement de la Syrie de demain. Donc, pour reprendre ce qu'avait proposé Irène Labeyrie mardi dernier,
Il faut essayer de tenir ensemble l'urgence et puis la réflexion et puis les propositions de long terme, parce que le jour d'après, les institutions internationales et leurs programmes de reconstruction seront là. Les investisseurs internationaux et notamment les investisseurs du Golfe seront là avec eux une vision assez claire de ce qu'ils veulent faire en Syrie. Donc il va falloir aussi que l'opposition syrienne, en tout cas que les futurs dirigeants syriens puissent avoir une idée des objectifs vers lesquels ils veulent mener le pays. Et pour ça, et je terminerai là-dessus, je crois qu'il faudra s'appuyer en les intégrant sur toutes les initiatives locales de gouvernance, de solidarité, d'activités de toute nature, y compris d'activités économiques alternatives, qui ont émergé depuis 2 ans en Syrie, dont Ignace Leverrier nous a parlé hier. Toutes ces initiatives qui reposent sur des compétences des urbains, notamment, qui, comme l'a rappelé Thierry, ont été forgées dans l'adaptation, le contournement, la subversion des pratiques que les Syriens ont été obligés de développer sous le régime des Assad, et qui attestent de la vitalité d'une Syrie par le bas, qui atteste de la vitalité d'une société syrienne qui a vraiment, qui démontre ses capacités d'organisation et d'initiative, y compris économique, et qui est un des éléments sur lesquels je crois qu'on s'accorde tous pour fonder un petit peu notre optimisme pour la Syrie de demain.